Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est vraiment pleine de bon sens. Le marketing digital pour les nuls. L'idée, c'est de décortiquer les stratégies de base pour transformer quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout en un client fidèle. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, le bouquin insiste sur un point. Le vrai défi aujourd'hui, c'est moins le digital que le marketing lui-même. C'est vrai. Les outils, les plateformes, tout ça, ça change tout le temps. Mais la psychologie humaine, elle, reste incroyablement stable. Si on comprend ça, on a déjà fait la moitié du chemin. C'est une excellente façon de voir les choses. Alors, le livre s'organise autour d'une idée, une sorte de colonne vertébrale. Le parcours client. C'est présenté comme une vraie feuille de route. J'aimerais qu'on commence par là. Ça veut dire quoi, concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il faut réaliser que le marketing, c'est une relation, pas juste une transaction. Ils prennent une analogie que je trouve très juste. On ne demande pas quelqu'un en mariage au premier rendez-vous. Non, bien sûr. Et pourtant, c'est l'erreur de la majorité des entreprises. Soit elles bombardent un inconnu avec une offre d'achat, soit, à l'inverse, une fois que la vente est faite, c'est silence radio. Le parcours client, c'est l'art de construire cette relation, mais de manière intentionnelle, étape par étape. D'accord, l'image est très claire. On ne peut pas brûler les étapes. Alors, si on ne commence pas par la demande en mariage, par où est-ce qu'on commence? C'est quoi la toute première brique? La toute première brique, c'est de savoir à qui on s'adresse. Le livre insiste lourdement là-dessus. Avant de rédiger quoi que ce soit, avant de dépenser un seul euro en pub, il faut définir son avatar client. L'avatar, Oui, et c'est bien plus qu'une cible démographique un peu vague, hein. C'est un portrait robot hyper détaillé de la personne idéale qu'on veut servir. J'entends beaucoup ce terme avatar, persona, mais parfois ça reste un peu abstrait, un peu un exercice scolaire, quoi. Est-ce que le livre rend ça vraiment pratique? carrément. Il ne le présente pas comme un concept marketing, mais comme un outil pour prendre des décisions. Si tu sais qui est ton avatar, tu sais quel ton utiliser, quels arguments vont faire mouche, et même quelles fonctions ajouter à ton produit. Pour que ce soit concret, il propose une fiche en 5 points. C'est un exercice de clarification qui est redoutable. Alors, allons-y, décomposons ces 5 points. Le premier. Le premier, c'est objectif et valeur. Qu'est-ce que cette personne veut accomplir? Qu'est-ce qui la motive vraiment? La sécurité? La liberté? Ensuite, le deuxième point, ce sont ses sources d'information. Où est-ce qu'elle traîne sur Internet? Quel livre elle lit? Quel podcast elle écoute? D'accord. Et là, il y a une astuce que je trouve géniale. Il faut essayer de compléter la phrase « Mon client idéal lirait ce livre, mais il serait le seul de ses amis à le lire ». Ah, c'est malin ça. Oui, ça force à trouver des niches, à aller au-delà des évidences comme Le Monde ou L'Équipe. J'adore l'astuce. Ça oblige à vraiment affiner. Et les autres points alors? Le troisième, c'est la démographie, mais avec une touche de finesse. Au-delà de l'âge ou du revenu, le livre suggère de trouver une devise pour son avatar. Par exemple, une devise comme « Je préfère demander pardon que la permission », ça en dit beaucoup plus sur une personnalité qu'un chiffre. Oui, c'est certain. Le quatrième point, c'est peut-être le plus important. Les problèmes et les soucis. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? C'est de là que viennent les meilleurs produits et les meilleurs arguments. Justement, ce point sur les problèmes, il me semble à la fois crucial et le plus dur à trouver. Comment une entreprise qui vend, je sais pas, des logiciels de compta, peut savoir ce qui empêche vraiment son client de dormir, sans tomber dans le cliché du gagner du temps? C'est une très bonne question. Le livre suggère de ne pas deviner, mais d'enquêter. D'aller lire les commentaires sur les blogs, les forums, les groupes Facebook, là où se trouve ton avatar. Regarder les avis négatifs sur les produits des concurrents. C'est une mine d'or. Et le dernier point? Je sais pas. Anticiper ça, c'est la clé pour désamorcer les freins dans son marketing. Ok, donc là, on a ce portrait robot très précis, on sait ce qu'il lit, ce qu'il frustre, mais ça reste une fiche sur un bureau. Comment on passe de ce personnage à une vraie conversation? C'est là que le fameux parcours client intervient, j'imagine. C'est exactement ça. Le parcours client, c'est le pont entre ton entreprise et ton avatar. Le livre le définit comme le processus qui fait passer quelqu'un d'un état avant, où il a un problème, à un état après, où son problème est résolu, grâce à toi. Et le marketing digital, c'est ce qui l'accompagne sur ce pont. Sœur. Et ça commence par la prise de conscience. À ce stade, la personne ne te connaît même pas. L'objectif, c'est pas de vendre, c'est juste d'apparaître sur son radar.
L'exemple de TransferWise, qui est Wise maintenant, est cité dans les sources et il me semble très parlant. Leur première pub, c'était pas envoyer de l'argent, c'était plutôt des articles qui expliquaient les frais cachés des banques. On est bien là-dedans. C'est l'exemple parfait. Ils éduquent sur le problème avant tout. C'est une phase où il faut donner de la valeur, gratuitement, pour construire la confiance. Le bouquin structure ça en 3 types d'offres, avec des niveaux d'engagement différents. D'accord. Donne juste son temps, son attention, contre une info utile. Whole Foods fait ça très bien avec son blog de recettes. Il montre comment utiliser les produits du magasin, mais sans jamais pousser à l'achat. D'accord. Premier contact, très léger. C'est quoi l'étape d'après pour approfondir un peu? L'étape d'après, c'est l'offre accessible après identification. Ça, c'est le fameux premier rendez-vous. Là, on offre un truc avec plus de valeur, en échange d'un email en général. Un guide PDF, ce genre de choses. Oui, un guide, une checklist, un webinaire. Mais la clé absolue, et le livre insiste vraiment là-dessus, c'est la spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire, spécifique? Genre, abonnez-vous à notre newsletter, c'est pas assez bon? Exactement. C'est trop vague. Personne ne veut une newsletter de plus. Par contre, une offre du style téléchargez notre modèle pour calculer votre budget vacances en 10 minutes, ça, c'est hyper spécifique. Ça promet un résultat clair, rapide, à un problème précis. C'est toute la différence. Mais on est inondé de ces lead magnets, de ces offres en échange d'un email. Il n'y a pas une sorte de fatigue qui s'installe? Si, il y a clairement une fatigue, c'est vrai. La seule façon de se démarquer, c'est d'offrir une valeur perçue qui soit vraiment, vraiment élevée. Ça ne doit pas être un PDF de 3 pages fait à la va-vite. Le prospect doit se dire « Waouh, ce truc, j'aurais presque pu le payer ». D'accord, donc il faut vraiment surdélivrer, c'est ça. Et ça nous amène à la 3e offre maintenant. L'offre à prix réduit. Une fois qu'on a l'email, on peut proposer une petite offre d'entrée, souvent à moins de 20 €. Le but, là, c'est pas le profit. Le but, c'est de changer la psychologie. Changer la psychologie. Oui, transformer un prospect en client. Quelqu'un qui t'a donné ne serait-ce que 7 € n'est plus dans la même relation que quelqu'un qui ne t'a jamais rien donné. L'objectif, c'est de lui offrir une petite victoire rapide pour lui prouver que tu peux l'aider. D'accord, je vois. Ces offres, ce sont les briques. Mais on ne les propose pas au hasard, j'imagine. Comment ça s'articule? Le livre parle de campagne. Oui, les offres, c'est les munitions, les campagnes, ce sont les armes qui les déploient. Le livre en distingue 3 types, qui doivent exister en même temps dans une entreprise saine. D'abord, les campagnes d'acquisition. Ok. Leur seul but, c'est de transformer des inconnus en prospects et en nouveaux clients en utilisant les offres qu'on vient de voir. Ça, c'est pour faire entrer du monde. Et une fois qu'ils sont là, Alors, il y a les campagnes de monétisation. Celles-là, elles s'adressent aux clients qui ont déjà acheté. L'objectif, c'est d'augmenter la valeur moyenne de chaque client. C'est là qu'on retrouve les techniques classiques comme la vente additionnelle. le fameux « vous voulez des frites avec ça ?» Exactement. Ou la vente croisée, proposer un produit qui complète l'achat. Amazon est le maître absolu de ça avec son produit fréquemment acheté ensemble. Et enfin, le 3e type, ce sont les campagnes d'engagement. pour transformer les clients en ambassadeurs, c'est ça? Voilà, pour les encourager à laisser un avis, à parrainer un ami. Ça soulève une question. Une petite entreprise avec peu de ressources, est-ce qu'elle doit vraiment lancer ces 3 types de campagnes en même temps? Ça a l'air énorme. C'est un point crucial. La priorité absolue, c'est l'acquisition. On ne peut pas monétiser des clients qu'on n'a pas. Mais l'erreur, ce serait de ne penser que à ça. C'est le syndrome du panier percé. On dépense une fortune pour faire entrer des clients, mais ils repartent direct parce qu'il n'y a rien pour les fidéliser. D'accord, il faut penser au système complet dès le début. Le livre suggère de construire dans l'ordre. D'abord une machine d'acquisition qui tourne, puis un processus de monétisation et enfin des boucles d'engagement. Mais il faut que les 3 soient pensés comme un tout cohérent. Il me semble que le fil rouge de tout ça, des offres aux campagnes, c'est le contenu. C'est lui qui attire, qui convainc. Comment le livre propose de structurer cette production de contenu pour pas partir dans tous les sens? Il utilise une métaphore très connue mais très efficace. L'entonnoir de conversion. Tofu, mofu, bofu. C'est une grille de lecture simple pour s'assurer qu'on propose le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Tofu, mofu, bofu. Ça sonne un peu jargon. On décortique. C'est quoi le tofu? Tofu, c'est pour top of the funnel, le haut de l'entonnoir. Là, on parle à un public froid. Des gens qui ne sont même pas conscients d'avoir un problème ou qui ne connaissent pas les solutions. Le but du contenu tofu, c'est pas de vendre, c'est d'attirer l'attention. Donc divertir, instruire. Exactement, divertir, instruire, inspirer. On parle d'articles de blog, de vidéos, de podcasts.
L'erreur, c'est de vouloir un retour sur investissement direct sur ce contenu-là. Le livre est très clair. Le tofu, c'est un investissement dans la confiance, pas dans la vente. Ok? Le tofu, c'est pour se faire connaître. Et le mofu au milieu, Le MOFU, Middle of the Funnel, c'est pour le prospect tiède. Maintenant, il est conscient de son problème et il cherche activement des solutions. L'objectif, c'est de le transformer en lead, donc d'avoir son contact. et le contenu mofu, c'est nos fameuses offres. Précisément, ce sont les offres après identification. Les guides, les checklists, les webinaires, c'est un contenu utile qui résout une petite partie de son problème et qui te positionne comme une experte crédible. Et donc, logiquement, on arrive au BOFU, le bas de l'entonnoir. Voilà, BOFU, Bottom of the Funnel. Là, le prospect est chaud. Il a identifié des solutions et ton entreprise en fait partie. Il est en phase de décision. Le contenu BOFU doit l'aider à choisir. Des études de cas, des témoignages. Oui, des études de cas, des témoignages, des démos de produits, des comparatifs, des offres d'essai. Salesforce, par exemple, est excellent là-dessus. Leur site est rempli d'histoires de clients satisfaits, triés par secteur. C'est du BOFU pur. C'est fait pour que chaque prospect se dise « Ah, ça a marché pour une boîte comme la mienne, donc ça peut marcher pour moi. » Ce qui est fascinant, c'est que le fil conducteur de tout ça, c'est l'intention de la personne. Le livre parle d'anticiper la prochaine étape logique. Oui, et c'est fondamental. Ne pas proposer cette étape, c'est pas juste du mauvais marketing, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Si quelqu'un lit un long article sur comment tailler les rosiers, qui est un contenu tofu, La prochaine étape, c'est de lui proposer un guide sur les erreurs à éviter. un contenu mofu. Exactement. Et si quelqu'un est sur ta page de tarifs, un signal BOFU, la prochaine étape, c'est pas de lui proposer de lire un autre article. C'est de lui offrir un essai. Il faut toujours se demander, c'est quoi la prochaine question qui se pose? Et y répondre. Alors, si on devait synthétiser, les grandes leçons de cette exploration, ce serait quoi? Premièrement, j'irais que tout, absolument tout, part de l'avatar client. C'est non négociable. Sans comprendre qui on sert, toutes les tactiques sont inutiles. C'est comme tirer à l'arc les yeux bandés. D'accord. Deuxièmement, l'idée que le marketing est une relation qui se construit pas à travers ce fameux parcours client. Il faut être patient, proposer la bonne offre au bon moment, sans jamais essayer de griller les étapes. Tout à fait. Et enfin, que le contenu, c'est le carburant de tout le système. Et la grille tofu, mofu, bofu, c'est un outil simple mais hyper puissant pour s'assurer que chaque contenu a un but précis et répond à l'état d'esprit de la personne à cet instant T. C'est un excellent résumé. C'est clair, c'est structuré et c'est actionnable. Pour finir, il y a un point que les auteurs soulignent et qui va au-delà du marketing. Ça touche au cœur de la stratégie d'une entreprise. Ils disent que les entreprises qui durent ne se définissent pas par le produit qu'elles vendent, mais par le marché qu'elles servent. Ah, c'est intéressant ça. Chanel, par exemple, ne vend pas que des sacs ou des robes. Elle sert un marché de femmes qui aspirent à une certaine élégance. Le produit peut changer, mais le marché reste. C'est une perspective qui change tout, en effet. Oui. Et ça laisse une pensée pour conclure. Et si la question la plus importante n'était pas quel produit je peux vendre, mais plutôt quel groupe de personnes est-ce que je peux servir, quels sont leurs problèmes, leurs aspirations, et comment je peux les aider aujourd'hui et demain? Comment est-ce qu'une perspective comme celle-là transformerait non seulement le marketing, mais l'entreprise tout entière?